Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, nous allons parler de l'action de la France en faveur des nationalités au cours des années 1850. Nous allons voir ça en trois grands points. D'abord, nous allons voir qu'il s'agit de la politique voulue par Louis-Napoléon Bonaparte depuis toujours dans le sens des principes des nationalités. Ensuite, nous allons voir concrètement cette politique mise en œuvre durant les années 1850, au moment où le prince-président devient empereur. Et nous allons conclure cela avec la guerre austro-italienne de 1859-1861. Et nous allons voir que dans cette période-là, la France est particulièrement active pour, pour favoriser le développement des nations à travers l'Europe. Alors commençons par évoquer le rapport du prince-président avec le principe des nationalités. En 1848, la France sort d'une révolution qui aboutit à la fin de la monarchie constitutionnelle. C'est un modèle pour les autres nations européennes, la patrie de la révolution de 1789. Et elle semble à même de favoriser le développement des autres nations. À même, ou si vous préférez, capable de le faire. Elle semble donc à même d'aider les nations à accéder à l'indépendance, que ce soit pour la Vénétie vis-à-vis de l'Autriche, par exemple, ou alors d'autres nations. Lamartine, qui est à la tête du gouvernement provisoire de la Deuxième République, annonce la neutralité du gouvernement. La neutralité, c'est-à-dire la non-intervention. Dans sa jeunesse, Louis-Napoléon Bonaparte a défendu la cause italienne au péril de sa vie et à la grande peur de sa mère, Hortense de Beauharnais, ancienne reine de Hollande. En effet, le jeune prince a été soldat dans l'armée suisse et il s'est battu contre les forces autrichiennes. Il a théorisé, à un moment donné, le principe des nationalités et des États-nations dans ses écrits de jeunesse, dans les années 1840, période durant laquelle il a été une nouvelle fois en exil après une ou deux tentatives de coup d'État contre Louis-Philippe. Durant sa présidence, il est le défenseur de l'ordre, mais il se bat dans le cadre de ses principes de jeunesse. En tant que prince-président, il déploie une armée à Rome pour renverser une jeune république qui s'était proclamée au détriment des États pontificaux. Le pape d'alors, Pie IX, a été obligé de s'enfuir. Donc, avec l'intervention de Louis-Napoléon Bonaparte, le pape récupère son autorité et son pouvoir sur les États pontificaux à Rome. En juillet 1849, les Français remportent une victoire sur les républicains romains, permettant donc au pape de récupérer le trône de Saint-Pierre et donc son autorité.
ce qui permet à Louis-Napoléon Bonaparte d'obtenir la faveur des catholiques. Une faveur qu'il entretient tout au long des années 1850 et qui lui permet d'avoir une assise confortable pour pouvoir obtenir le rétablissement de l'Empire comme il le souhaite à travers son coup d'État du 2 décembre 1851 et son plébiscite de l'année suivante. Et cette politique favorable aux nations se poursuit ensuite lors de son règne en tant qu'empereur. Car il est nécessaire pour Napoléon III de défendre quelques principes afin de pouvoir intervenir au niveau international. Pour se faire accepter et faire accepter le rétablissement de l'Empire, Napoléon III circule à travers tout le pays et même à travers l'Europe pour se présenter comme défenseur de l'ordre européen et comme pacifiste, en distinction avec l'empire de son illustre oncle, Napoléon Ier. On l'a vu, Napoléon Ier a été très souvent en guerre avec les puissances européennes. Il est donc nécessaire pour Napoléon III de se présenter comme pacifiste. Dans ses discours réguliers, il martèle l'idée que l'Empire, selon ses points de vue, c'est la paix, contrairement à l'Empire de Napoléon Ier qui a été le sujet de grands conflits. Après, et dès le moment où son plébiscite de 1852 est approuvé et que le 2 décembre 1852, le prince-président est devenu Napoléon III, il revient à ses idées de jeunesse et aux guerres de soutien au nationalisme, aux nationalités. C'est ce qui apparaît notamment en 1853-1856 lors de la guerre de Crimée. Cette guerre de Crimée, le Second Empire la mène aux côtés de l'Angleterre et de l'Empire ottoman, ainsi que du royaume de Piémont-Sardaigne, dirigé à cette époque par Victor Emmanuel II. Tout cela contre la Russie des tsars. En 1856, il remporte une victoire décisive contre la Russie. La victoire de Sébastopol. Sébastopol est un nom très célèbre maintenant parce que en France, on célèbre les victoires par des noms. On a par exemple dans les stations de métro d'aujourd'hui une station baptisée Réaumur-Sébastopol, boulevard de Sébastopol, dans le 4e et le 1er arrondissement de Paris. En 1356, suite à cette grande victoire, une paix est signée à Paris. Les questions qui sont soulevées posent sur les principautés du Danube, la Roumanie et la Serbie, et l'Italie. À l'issue de ces négociations de paix, est créée la principauté de Roumanie, au détriment de la Russie et au niveau de la frontière avec l'Empire ottoman qui a déjà commencé à subir un certain nombre de revers, notamment au niveau de l'Égypte, au profit de l'Angleterre. Et cette paix
permet à la Vénétie d'acquérir son indépendance vis-à-vis de l'Autriche. Cela participe à un processus d'unification qui commence avec le royaume de Piémont-Sardaigne. En juillet 1858, Napoléon III signe un accord avec Cavour, le président du Conseil piémontais, donc sous l'autorité de la famille de Savoie qui règne sur le Piémont-Sardaigne. La France est prête à la guerre pour libérer ce qui reste d'Italie autrichienne de la domination de Vienne. Et dans ce cadre-là, l'Autriche-Hongrie se retrouve confrontée à une nouvelle coalition et Victor Emmanuel II va signer un nouvel accord qui va favoriser le développement et l'agrandissement de son royaume. Entre 1859 et 1861, une nouvelle guerre est déclenchée entre le Piémont-Sardaigne et l'Autriche. Le royaume de Piémont-Sardaigne va se développer et s'agrandir en un plus vaste royaume dans le cadre de l'unification de l'Italie. Au printemps 1859, le Piémont-Sardaigne et la France déclarent la guerre à l'Autriche, dirigée depuis 1848 par le jeune empereur François-Joseph Ier. Au cours de l'année 1859, l'Autriche subit de lourds revers face à la France et à la Sardaigne. La France remporte de nombreuses victoires, notamment Magenta et Solferino. Et la Lombardie est annexée au royaume de Piémont-Sardaigne. En 1860, l'Italie centrale se révolte. Les duchés de Toscane, de Parme et de Modène, qui jusque-là étaient dépendants de l'autorité de la famille autrichienne, sont annexés par le Piémont-Sardaigne. Et, suite à un accord, Nice et le duché de Savoie, dont est issue la famille de Victor Emmanuel II, sont cédés à la France de Napoléon III, qui sont directement annexés. Et c'est célébré en Savoie qu'ils ne veulent pas forcément faire partie d'un nouveau royaume italien. Par la suite, Victor Emmanuel II s'empare de la Sicile, du royaume de Naples et de certains États pontificaux. Avec l'encouragement du général Garibaldi. Garibaldi vient justement du Piémont. Et vers la fin de ses conquêtes de la Sicile, de Naples et des États pontificaux du Sud, il se rallie à Victor Emmanuel II. Et par plébiscite, ces annexions sont confirmées. Suite à ce ralliement au niveau des États pontificaux, un nouveau parlement italien est élu en mars 1861, pardonnez-moi pour ce lapsus,
Et ce même mois, par proclamation, Victor Emmanuel II, roi de Piémont-Sardaigne, est officiellement reconnu comme roi d'Italie. Et dans ce processus, les États pontificaux vont perdre de leur importance et le pape va voir son domaine se réduire pratiquement aux frontières de Rome. Donc, l'Italie est littéralement unifiée sous l'autorité de l'ancien roi de Piémont-Sardaigne. C'est la raison pour laquelle Victor Emmanuel II reste Victor Emmanuel II. Cela fait que, officiellement, l'unification de l'Italie, qui jusque-là n'était qu'un vaste puzzle depuis la chute de l'Empire romain, est unifiée uniquement sous la bannière du Piémont-Sardaigne. Et cette politique, cet acte politique, est le dernier acte soutenu fermement par l'Empire de Napoléon III. Par la suite, tout va échapper à l'intervention personnelle de Napoléon III, qui va bientôt subir l'action internationale européenne, mais dans le sens des nations. C'est ce que nous allons voir dans notre prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu et je vous donne rendez-vous très prochainement pour la vidéo sur les actes des nationalités au cours des années 1860. Merci de votre attention, bonne révision et à très bientôt.